Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bienvenue dans la Libre Antenne pour 2 heures de direct, 2 heures pendant lesquelles nous partons en exploration tous ensemble. Terrain d'enquête, bien souvent, vos scénarios de vie, ceux qui vous enferment dans des fonctionnements répétitifs et qui limitent vos possibilités au point d'en ressentir parfois une réelle souffrance. Ce scénario repose sur des croyances sur soi, sur les autres, sur la vie en général. De même que l'on fait un grand nettoyage au printemps, il est parfois bon de procéder également au nettoyage de ses croyances. Ainsi, les croyances sur soi du type « je ne suis pas intéressant, ce que je fais n'est jamais bien ». Imaginez comment ce serait si vous étiez intéressant, justement. Jouez avec de nouveaux scénarios, avec l'idée de faire ces choses différentes que vous ne vous autorisez pas. Même principe au sujet des croyances sur les autres. Vous savez, quand on dit tous ceux qui ne vous aident pas, qui ne vous comprennent pas, lorsque l'on n'a pas confiance en les autres, on ne leur demande rien, on ne s'intéresse pas à eux puisque l'on est convaincu de savoir, eh bien, déjà tout. Pourquoi ne pas s'aventurer en dehors de ces sentiers en forme d'impasse, de choisir une personne qui vous paraît fiable et de lui demander, par exemple, un service. Distancez-vous de vos slogans, de vos pensées toutes faites, laissez-vous surprendre par la vie et sentez-vous libre de réfléchir autrement que comme vous avez l'habitude de le faire. Réfléchir utilement, c'est utiliser votre mental pour mieux supporter les difficultés de l'existence, pour imaginer d'autres possibles et reconstruire votre identité lorsqu'elle a été abîmée. Allez, on cultive un peu de scepticisme vis-à-vis de soi-même dans cette émission et pour prendre du recul, nous vous invitons à appeler Quentin ou Corentin au 39 21. Vous pouvez aussi réagir par SMS à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 précédé du mot nuit ou envoyer un message sur europe1.fr. Fabrice Fougerose réalise cette émission et moi je vous écoute et je vous réponds au micro 39 21. L'antenne est à vous. Bonsoir Christiane. Bonsoir Sophie, merci d'avoir pris mon appel. Je tremble un petit peu, je dois dire. Ça va passer en parlant, en extériorisant. D'accord. Oui. D'accord. Alors en fait, comme je le disais à Corentin, j'avais un compagnon qui est décédé en 2015 et j'ai traversé donc ça dans la souffrance et j'étais un peu seule pour le traverser. Et donc c'était un homme qui n'était pas apprécié de ma fille. Oui. Et qui me disait souvent qu'il se fichait de moi, que... Il faut dire que c'était un homme qui n'était pas tout à fait de mon milieu et qui était resté attaché à son ex-compagne, qu'il voyait régulièrement. Tout naturellement, au début, j'ai accepté, ça ne me gênait pas. Oui. Et puis au fur et à mesure, ça m'a dérangé quand même un petit peu, parce qu'il était très ami avec elle. Vous aviez l'impression qu'il enlevait de l'intimité à votre relation en continuant quelque chose avec elle, c'est ça ? Exactement, mais comme je l'avais accepté dès le début, oui. Dès que je l'ai rencontré, il a passé Noël avec elle, ses enfants, il fêtait beaucoup de choses avec elle et les enfants, il a eu des enfants tardivement. Et mais donc, c'était les enfants qu'il avait eu avec elle alors ? Avec elle, oui, bien sûr, oui. Et moi, je voyais pas ça d'un mauvais œil du tout, mais... Parce qu'il restait un peu en famille, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement, voilà, il était resté, voilà, exactement. D'accord. Et ça avait du sens pour vous qu'il partage ces moments oui, tout à fait. Avec sa famille, tout à fait, d'accord. Tout à fait. Donc, de toute façon, il n'est plus de ce monde maintenant et donc j'ai compris beaucoup de choses, si vous voulez.
Et je perds mes moyens, là, je dois vous Ouais. dire. Qu'est-ce qui vous stresse, Christiane? C'est quand vous parlez de cette histoire ou de savoir que vous parlez à la radio? Je pense Qu'est-ce que qui se c'est le passe fait là? de parler à la radio, parce Ouais. que, en fait, j'ai quand même dépassé toute cette histoire maintenant. Donc c'est de vous replonger dedans. Mais alors, Oui, c'est d'accord. peut-être ça. D'accord. Oui, Mais si vous aviez envie de la raconter donc ce soir, parce qu'il n'y a jamais de hasard quand on appelle la libre antenne, et c'est toujours important peut-être de savoir dans quelle intention, quelle attente, il y a toujours une attente, quelle attente vous aviez en appelant 3921. Qu'est-ce que vous venez chercher ici dans ce lieu? Est-ce que c'est exactement à ce sujet-là? Peut-être c'est pas tout raconter. Vous pensez que j'ai besoin de savoir tout le passé pour pouvoir vous répondre, mais pas forcément. Peut-être qu'on peut partir. Voilà, on peut peut-être partir de l'endroit où vous vous trouviez ce week-end et où vous avez pris la décision d'appeler le 3921. Voilà. En fait, oui, j'y pensais depuis un moment parce que j'écoute les émissions et j'avais vu Caroline à une émission qui s'appelle Thé ou Café. Oui. Et je me suis dit, tiens, c'est bien que ça existe cette émission. Et je l'écoutais. Et ce matin, j'ai laissé un message. Oui. Et voilà, donc j'étais pas étonnée que Corentin m'appelle finalement. Oui. Mais et alors, quand vous avez laissé ce message, au moment où vous avez laissé ce message, est-ce que vous vous souvenez du moment, dans quelle intention vous étiez au moment où vous avez appelé? Quelle était l'émotion qui accompagnait cet appel? J'étais bien, assez sûre de moi, alors que là, sûre de moi. Je suis jamais sûre de moi, en fait. Mais qu'est-ce que vous êtes dit? Voilà, il y a une décision, tiens, je vais appeler. Et dans cette décision, qu'est-ce qui s'y trouve? Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Et en fait, il y a aussi le fait que me suis un peu éloignée de ma fille, parce que comme elle n'appréciait pas cette personne, elle me disait, quand il était très malade, de toute façon, il faut le quitter maintenant, tu vas morfler après. Et donc, je ne l'ai pas quitté de toute façon, puisqu'il était malade. Je ne me voyais pas quitter un homme que j'aimais, malgré les difficultés. Et votre fille vivait avec vous? Non, j'ai une fille. J'ai 64 ans et ma fille a 43 ans. Donc elle a sa propre vie, mais... Et votre fille, vous voyez d'un mauvais œil donc votre relation? Oui. Elle aurait souhaité vous voir avec quelqu'un d'autre, en fait. Oui, elle me disait toujours, il se fiche de toi, il se moque de toi, il se fiche de ta figure. Enfin. Et qu'est-ce que vous lui répondiez à votre fille à ce moment-là? Est-ce que vous avez trouvé les mots pour lui répondre? Je lui disais pas. Elle me l'a pas dit. Elle me serinait pas sans arrêt. Je crois que je lui répondais pas. Je lui ai simplement dit un jour qu'il me faisait rêver. C'est un homme très, très sensible, très, très fin, très intelligent, qui m'a apporté beaucoup. Je pense que je lui ai apporté autre chose. J'étais différente de lui. Et qu'est-ce qui fait que votre fille, vous pensez, se permettait de vous dire une chose pareille? Qu'est-ce qu'elle sentait chez vous? Elle sentait que je souffrais peut-être aussi de cette situation. Voilà. Oui, c'est ça. Oui. Ça, elle Oui, parce que votre fille disait pas ça juste pour cette personne. Oui, bien sûr. Que vous étiez en train de souffrir de cette situation, et pour vous, une façon de vous protéger, elle vous a dit, c'est pas quelqu'un pour toi. Oui, je pense qu'il y avait ça. Oui. Dans le fond, il y avait ça, c'est sûr. Oui. Non, je vous écoute, pardon. Non, et aujourd'hui, du coup, si je reviens à ce matin, au moment où vous vouliez appeler, quelles sont les questions? De quelle façon vous pensez aujourd'hui à se passer, ou à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et qui réveille ce passé? Je me sens beaucoup mieux parce que j'ai traversé quelque chose de très difficile. La perte d'une personne que je ne pouvais pas non plus, alors qu'il était malade à l'hôpital, je ne pouvais pas le voir comme je voulais parce que il y avait toujours cette ex-compagne et les enfants qui passaient en priorité. Donc là encore, j'étais à l'écart. Donc ça, c'était difficile à vivre. Je ne le vis plus. J'ai dépassé tout ça et j'ai compris beaucoup de choses. Mais là où j'en suis maintenant, je pense que je refais surface. À nouveau,
comment dire, je me sens prête à une nouvelle relation. Oui. Même si j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des rencontres, ça n'a pas fonctionné parce que je n'étais pas prête. Maintenant, je me sens davantage prête. Même si j'ai un manque de confiance en moi. Enfin, ouais, quand même, ouais, parce que j'ai perdu une certaine confiance. Je crois qu'il me rassurait beaucoup, cet homme, même si c'était compliqué comme relation. En fait, depuis que vous l'avez perdu, vous dites j'ai compris beaucoup de choses et je suis prête pour. Enfin, vous avez envie, c'est ce que je comprends, de rencontrer quelqu'un. J'en ai envie, même si je m'en sens pas capable, même si dans le fond c'est difficile, ça me paraît difficile et insurmontable, mais j'en ai envie quand même. C'est intéressant que vous en parliez en termes de capacité, Christiane. C'est même intéressant pour les auditeurs qui nous écoutent. Parce que penser que rencontrer quelqu'un et donc créer un lien d'amitié, de complicité, d'amour, d'intimité, est une histoire de capacité qui voudrait dire il y a quelque chose à savoir faire. Or, la rencontre, le lien, c'est dans l'être, c'est pas dans le faire que ça se passe. C'est pas une histoire de capacité, il n'y a pas des gens qui sont doués pour ça et d'autres pas doués pour ça. D'accord. On est tous dotés de cette, si on doit parler de capacité, alors de cette même capacité, puisque c'est une capacité d'être. On l'a tous, celle-là. Ouais, après, on l'entend, on la met en œuvre, on la laisse émerger, on la jardine, on l'entretient, on la met en lumière, enfin voilà, toutes sortes de choses. Donc, est-ce que c'est une peur de pas savoir faire ou c'est une peur quand vous êtes encore en phase de deuil, enfin ça fait 2 ans maintenant. Peut-être que c'est la crainte de dire ce sera différent, je revivrai pas ce que je vivais. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes dans la vraie vie. Oui. Et aussi, je m'étais inscrite sur un site de rencontres catholiques parce que j'ai la foi. Donc, mais comment dire, les personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai parlé, ou au téléphone ou par message, je les ai tout de suite repoussées, si vous voulez, parce que je faisais trop de comparaisons avec mon ex-compagnon, si vous voulez. C'est un peu ça, je crois. Oui. C'est comme ça que je le vois. Oui, Christiane, j'ai presque envie de vous dire, c'est normal. Disons que c'est un processus un peu naturel, surtout après un deuil ou une relation longue et très forte, enfin, un type de relation, c'est que il arrive effectivement qu'on se mette à comparer. L'autre avait ça, celui-là a pas ci, jamais qu'un. Parce que vous êtes encore, bien sûr, c'est long les phases de deuil et vous êtes encore dans la perte. Et quand on est dans la perte, on compare par rapport à ce qu'on a perdu. Et ça, c'est du poison, Christiane, parce que de toute façon, l'être que vous rencontrerez ne sera jamais l'autre. Il sera forcément différent. Donc la comparaison ne tiendra jamais. Il y aura des choses nouvelles, des choses qui peut-être se ressemblent. D'autres très très opposés et c'est là où ça vous invite vous à être dans l'ouverture, dans l'accueil de la différence. Oui, c'est ça. Je suis pas encore. Je me dis prête et en fait, je ne suis pas vraiment. Oui, vous avez raison. Vous savez, non, parce que vous me parlez de religion catholique. Vous étiez sur un site catholique. Et alors, j'aimerais partager avec vous. Un jour, je donnais une conférence dans le sud de la France, près d'un monastère, et un moine qui était là, enfin plusieurs moines avec qui j'ai parlé après. On a beaucoup échangé tard dans la nuit. C'était très passionnant et l'un d'entre eux accompagnait les couples justement dans la préparation au mariage. Et m'a dit, mais souvent d'ailleurs dans la religion catholique, on pense que l'amour c'est le don. Voilà, et quand on donne beaucoup, ça roule, quoi. C'est ça l'amour, c'est le don. Et il dit, moi je leur explique tout le contraire, que l'amour c'est l'accueil. Et moi aussi, j'ai compris quelque chose aussi ce jour-là, quand je l'ai entendu me dire ça. Il dit, le plus difficile, c'est d'accueillir l'autre, c'est d'accueillir sa différence. C'est d'accueillir son étrangeté, c'est de lui faire une place dans sa maison, voire dans son lit.
Oui, alors ça, je suis pas Bah prête oui. du tout. Ah oui, mais c'est ça. C'est quelle place on donne à l'autre. Ouais, voilà. L'amour est accueil, et que souvent quand on a des longues périodes de célibat ou qu'on a pris l'habitude de vivre seul, on sait combien c'est difficile de partager un quotidien, les habitudes de l'autre. Et donc l'accueil, c'est faire une place et puis arriver à accueillir l'autre dans. Ça veut pas dire tout accepter, hein. C'est pas la même chose. Ouais. Dans l'accueil, il y a ce que j'accepte, ce que je ne peux accepter, ce qui me va pas, qu'est-ce qu'on peut faire de ça ensemble. Après, on s'entend, on se parle, on s'entend, on s'écoute. Hein. Ouais. On parle, la langue française est toujours assez formidable. Quand on parle de bien s'entendre, c'est qu'on s'est parlé et qu'on s'écoute. Alors on s'entend bien, on dit je m'entends bien avec lui. Oui, on s'entend bien parce qu'il y a de l'accueil, parce qu'on se parle. Alors peut-être que c'est là pour vous, Christiane, d'être dans cet accueil de l'autre. Et c'est peut-être là où vous doutez quand vous parlez de vos capacités. Oui, j'ai des doutes de toute façon. Oui, alors il n'y a pas à douter de ça. Il n'y a pas à douter de capacité, il y a à ouvrir dans ses croyances, un petit peu mon introduction du début, nettoyer un peu ses croyances au printemps. Et je n'ai pas les capacités, vous voyez ça, c'est typiquement une croyance, Christiane. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en introduction. Écoutez, je ne sais plus trop quoi dire maintenant. Donc vous allez être là dans la présence, dans l'ici et maintenant, travailler votre présence à la vie telle qu'elle est en vous, telle qu'elle vibre en vous, et ça c'est des ressentis, des émotions, des instants, arriver à qualifier, à préciser, à apprécier les moments qui vont vous donner plein d'informations tout le temps. Ouais, donc j'ai beaucoup de... Excusez-moi, je perds mes moyens, là, je sens. Oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Là. Oui, non, vous n'avez pas, j'entends le beaucoup, alors j'imagine, il y a beaucoup de travail, comme si encore on retrousse dans votre croyance, mais est-ce que je vais savoir faire ça ? Il n'y a rien à faire, Christiane, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, non, il y a juste à être. C'est vrai, c'est difficile, souvent on demande aux psy des recettes, des pratiques, comment on fait ça, alors comment je vais faire ça ? Non, il n'y a rien à faire. Difficile comme réponse, il n'y a rien à faire. Alors qu'est-ce que c'est être ? Oui, c'est vrai, on n'apprend pas aux enfants à être, on n'apprend pas aux adultes, on n'apprend pas aux individus à être. Et être, ça s'apprend. La méditation, par exemple, c'est une façon d'apprendre à être. C'est une façon d'apprendre à se centrer. Mais ça peut être là, il fait beau en ce moment et le printemps arrive, ça peut être une grande balade dans la nature et la campagne. Oui, c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait formidable. 6 kilomètres. Voilà. Et alors, est-ce que vous étiez en accueil de ce moment-là, tiens, Christiane ? Ah oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et vous sauriez mettre des mots ? Oui. Pardon ? Oui, j'ai ramassé quelques fleurs. J'ai rencontré très peu de personnes. Oui, j'ai senti, j'ai regardé, Oui, dans l'émerveillement, dans la surprise. Oui, mais je marche. Je fais partie d'un groupe de marche, mais là, ce matin, j'ai marché seule. Mais bien, j'étais bien, oui, tout à fait. Oui, j'ai ressenti les choses, oui. Et vous avez ressenti la vie en vous ? Ah oui, mais ça tout vivait. à fait, oui. Bien sûr, oui. Et là, vous étiez bien dans la présence, Christiane. Ah oui, tout à fait. Voilà, vous avez... Ça, voilà. Je sais. Voilà, on est là. Oui, parce que je fais partie d'un groupe de prière et donc voilà. Donc il y a des choses que je fais naturellement, je pense. Mais vous vous sentez... Alors peut-être ce que vous ne réalisez pas consciemment, c'est de quelle façon tout ce que vous faites, la marche, la prière, vous donne de la ressource. C'est à vous ça. C'est votre singularité. C'est votre ressource, c'est l'endroit où tout se recharge. Et ça, c'est de la présence. Ça, je le sais et je le sens, parce que comme je suis quelqu'un de solitaire, évidemment, même si je rencontre parfois des personnes, donc je sais être bien avec moi. D'accord. Alors, on a déjà super. Voilà, ce pas-là, il est immense que vous savez faire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes avec l'autre ? L'autre, déjà, il faudrait que ça m'arrive. Mais même des amis, des gens avec qui vous marchez, que vous rencontrez, ou dans votre groupe là de prière. On marche, j'écoute les personnes, on parle de choses et d'autres. Oui,
Oui, c'est ça. Quand on marche, Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous sentez dans votre espace et vous... Ah oui, je me sens tout à fait à ma place, c'est bien. Oui, D'accord. Tout à fait. Et vous savez accueillir l'autre avec son espace à ce moment-là. Oui. D'accord. Oui, ça, je suis à l'aise. Oui, tout à fait. Alors, donc, si maintenant vous trouvez en face d'un homme qui vous plaît, là, ça va plus être la même histoire, c'est ça? Oui, mais jusqu'à présent, il ne me plaisait pas. D'accord. Il ne me plaise pas aussi. D'accord, mais s'il y en a un qui vous plaît, vous dites... Oui, je vais perdre mes moyens, c'est ça? Ah oui, de toute façon, je vais les perdre. Alors, qu'est-ce qui va changer entre l'état que vous savez avoir, qui est un état d'être, que vous connaissez, que vous me décrivez très bien, et qu'est-ce qui se passe en face, voilà, d'un homme, par exemple, qui vous plaît, au moment où vous perdez cet état d'être, que vous n'arrivez plus à contacter? Oui, non, mais ce que je peux vous dire, c'est que je peux ne pas laisser paraître que je perds mes moyens. Vous voyez, c'est intérieur. Oui, chez mais moi. mais raison de plus pour que vous trouviez cet espace de sécurité à l'intérieur de vous. Oui. Voilà. Oui, d'accord. Donc ma question, c'est vous pensez que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les pensées? Parce que ce sont des pensées qui vous font perdre cet espace intérieur. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais être à la hauteur, etc. Oui, je me pose plein de questions. Voilà. Oui, mais ça m'est pas arrivé depuis longtemps, donc. Mais vous imaginez que ça va vous arriver? En fait, c'est ce que vous dites là dans votre appel ce soir. Oui, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Vous vous préparez à ce que ça vous arrive, c'est énorme. C'est-à-dire que vous vous préparez à la difficulté qui va vous arriver. C'est pas si on peut dire ça comme génial. Ça. Oui. Mais si, c'est exactement ça. C'est ça. Oui, vous ça. le dites pas en vous moquant de moi. Non, quand je dis c'est génial, je dis que c'est redoutablement génial, c'est que l'esprit humain a tellement peur que au lieu de vous préparer à la joie et à l'accueil avec la personne que vous savez être, non, bien entendu que je me moquerai pas de vous, c'est pas du tout mon intention et ça ne l'est jamais. Quand je souris comme ça, je suis fascinée parce que je me dis voilà l'être humain, quelqu'un comme vous, mais beaucoup d'autres aussi, on fabrique. Vous voyez, vous avez fabriqué un raisonnement de protection qui vise à déjà anticiper que vous ne serez pas à l'aise et que vous ne saurez pas faire. Et à ce moment-là, vous dites donc ça va pas être possible. Et alors le pire de tout ça que vous ne savez pas encore, c'est que comme il y a tout ça dans votre tête, quand le moment arrivera, comme effectivement c'est redoutablement génial, ça va être exactement ce que vous avez prévu. Ça, la vie, elle vous déçoit pas là-dessus. Quand on commence à prévoir le pire, qu'on va pas y arriver, etc., on valide le scénario. C'est vraiment un scénario, ce que vous décrivez. Et du coup, qu'est-ce qui se passe s'il est validé? Et, par exemple, vous appelleriez la libre antenne en disant, c'est quand même incroyable, je vous ai eu il y a un mois, j'ai rencontré quelqu'un, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé, c'est ça que vous dites? Oui. Vous diriez ça. Je suis en train de vous faire un scénario. Vous me suivez ou pas, Christiane? Oui, je suis au conditionnel. Oui, d'accord. Non, mais dites-moi si vous me suivez pas. Oui, j'ai compris. Moi, je suis partie dans une histoire que je vous raconte. Maintenant, je vais vous la raconter dans l'autre sens. Oui. C'est-à-dire que si là, quand on se quitte, vous repartez avec vos ressources, avec la Christiane qui voilà, a tout son être, qui vibre comme ce matin quand elle marche, qui a des amis, qui se ressource dans son groupe, qui prie, qui médite, qui se sent reliée. Cette Christiane-là, faites-lui confiance. Elle connaît la route. Elle sait être dans la rencontre et même dans l'accueil. Et donc, allez-y. Faites-lui cette confiance-là de dire, ça va bien se passer. C'est cette Christiane-là qui ira à un rendez-vous, qui sera là dans une rencontre. Oui. Et sur mon chemin, je ne rencontre guère d'hommes. Alors après, vous savez, c'est comme dans les contes pour enfants, c'est une autre histoire. C'était dans les contes ceux que je notre rencontre enfance. Ne sont pas libres, etc. Ouais, en ce moment, mais peut-être que vous n'étiez pas tout à fait prête. En tout cas, c'est ce qu'on comprend aussi. Exactement. Alors j'espère, que vous repartirez de la promenade dans la libre antenne un peu plus prête, justement. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Bon chemin à vous, bonne promenade alors, Christiane. Merci beaucoup. Et soyez dans la confiance, soyez alignés, soyez bien dans votre être. Parce qu'elle sait, cette Christiane-là, elle sait. Alors faites-lui confiance, vous n'avez pas lui scier la branche avant même qu'elle se lance dans la vie. Merci. Bonne chance à vous, au revoir. Un petit peu sans voix. Oui, au revoir Christiane, je vous embrasse. Merci d'avoir appelé.
Merci Sophie. Au revoir. Bonsoir Marie. Allô? Oui, bonsoir Marie. Bienvenue. Ah, bonsoir à Sophie. l'antenne. Oui. Corentin m'a dit d'arrêter le haut-parleur Oui. et j'entends pas bien sans haut-parleur. Alors j'ai le téléphone collé à l'oreille, mais je vous entends pas bien. Ah, vous m'entendez pas bien là? Si, un petit peu mieux Bon, là. très bien. Alors, on va rester comme ça et vous me direz si pour vous tout va bien ou pas. Eh ben, moi c'était, je vous ai dit bonsoir, je me rappelle Oui. plus. Bonsoir Marie. Oui, c'était pour vous parler de ma maladie, parce que j'ai une maladie très rare et très douloureuse. Oui. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont la maladie que j'ai, qui pourraient me dire si ils s'en sont sortis, ou si, parce qu'il paraît qu'on peut même en guérir. On peut en mourir ou en guérir, les deux. Oui. Alors, dites-moi, je vous rappelle quand même qu'il y a sur Europe 1 le matin le docteur Gérald Kierzek. oui, mais... Voilà, plus qualifié que moi pour répondre à toutes les questions non, mais ça, médicales. Hein, voilà. Ça, je sais, Sophie. Et vous pouvez l'appeler entre 10h et 12h sur Allo Europe 1 le matin. Oui, mais ça, je sais, il n'y a pas de traitement, il n'y a que la cortisone, ça, de toute façon. D'accord. Voilà, ça, on sait qu'il n'y a que la cortisone, c'est tout. Mais c'était juste pour savoir s'il y avait Comment des gens... elle s'appelle, votre maladie? Ma maladie, c'est une pemphigoïde bulleuse. C'est la maladie la plus grave en dermatologie. Oui. C'est ma peau qui fait des bulles. On m'a percé presque 300 bulles sur le corps. Oula. Oui. Ouais. Et c'est alors... douloureux, donc, ce que vous disiez? Ah oui, ça fait comme des ampoules. La pemphigoïde bulleuse, oui. C'est ça. Ça fait comme des ampoules quand on a des ampoules aux pieds. Oui. Puis alors, j'avais des grappes entières sous les bras, des grappes entre les cuisses, sur les fesses. Enfin du cou jusqu'aux chevilles et jusqu'aux poignets, j'étais qu'un tas de bulles et de brûlures et je pouvais plus marcher les bras. Je marchais les jambes écartées, les bras décollés du corps. C'était affreux. Puis ça coulait, ça suintait. Alors donc... c'est très handicapant. Oui. Puis physiquement, c'est douloureux. Puis moralement, je suis pleine de cicatrices. Je peux plus montrer. Vous vous rendez compte? Moi qui étais si belle étant jeune, comment? Oui, avec votre rire cristallin, vous avez une voix magnifique. Et votre rire, j'adore. Non mais quand je regarde les photos, faut pas que je les regarde les photos. Oui, ça fait mal. Est-ce que vous avez consulté quelqu'un sur le... Oui, mais sur le plan psy, parce que vous savez que les maladies de peau, c'est très, très psychosomatique, Marie, la peau. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Alors le dermatologue, quand je l'ai vu dans ma ville, il m'a dit c'était pas ça que j'avais, c'était du prurigo. Il me soignait pour du prurigo. Il m'a dit mais madame, c'est la tête qu'il faut soigner. Alors j'ai dit oui mais bon c'est la tête, mais bon moi ça me démange partout. Oui, mais c'est la tête quand même. Et alors vous l'avez pas écouté ce médecin? Vous n'avez pas voulu aller consulter quelqu'un? C'est-à-dire que j'ai eu tellement de problèmes dans les moments-là. Justement, oui. Que après mon prurigo, c'est ma pemphigoïde bulleuse qui est sortie. Et j'ai eu tout en même temps. J'ai eu ma petite sœur qui est décédée d'un cancer du pancréas que j'ai vu mourir parce qu'on était tous autour d'elle pour les derniers moments. Donc voilà. Ma maman a perdu la tête. Elle est devenue, elle est Alzheimer. Mon mari, dans les moments-là, il a une maladie orpheline. Mon mari, il a la maladie de Strumpfel-Lorrain, donc il est paralysé des jambes, il est en fauteuil roulant et dans les moments-là, il sortait d'une opération de la prostate. J'avais des travaux plein la maison, j'étais toute seule. On était en train de me mettre une douche à la place de la baignoire, on changeait mes WC, on carrelait mon balcon. J'avais tous les travaux en même temps, tout arrivait en même temps. Et j'avais des bâches partout, par terre, et j'avais les ouvriers, tout ça. J'étais dans la poussière, j'avais mon mari qui était là, qu'il fallait que je lui passe le pistolet. Je pouvais plus, je pouvais plus. Et là, mes bulles sont sorties. Et voilà. Alors donc, je suis allée à Nancy, au CHU de Nancy. On m'a emballée. Alors j'étais allongée sur la table comme ça. On m'a pris en photo plein de fois, sûrement pour être dans les livres, je suppose, oui. Et puis alors,
j'avais une fille de chaque côté qui me perçait les bulles et qui comptait. J'en avais 280. Alors après, on perçait la bulle, on appuyait comme ça et puis on mettait de la cortisone et puis après on m'emballait. J'avais comme des grands tulles sur le corps, des grands bouts de tulle avec comme des filets. Après, j'étais emballée comme un saucisson. Alors, je suis restée 15 jours à Nancy. Et puis... Ça évoque les grands brûlés oui, qui vous est arrivé, Marie. Oui, ça fait un peu comme ça. Mais alors, brûlés de la vie aussi, à l'intérieur. J'insiste, Marie, parce que vous savez, ça remonte... alors, je ne vais pas vous sortir tous les traités de psychanalyse, mais même Freud, a énormément étudié les phénomènes de peau, notamment dans l'hystérie de conversion. Mais c'est vrai que ce qu'on peut en dire, c'est que la peau, si vous voulez, la surface de la peau, c'est une des composantes les plus importantes de la question du sens et du non-sens de l'individu. Donc, tout ce qui est sur la peau, c'est en fait un moyen d'expression. C'est qu'en fait, votre corps a trouvé ce moyen d'expression-là pour exprimer tous les sentiments qui s'agitent à l'intérieur et qui sont refoulés. Quand il y a une absence de sens, votre psychisme ne donne pas du sens, c'est refoulé. Et votre corps, du coup, lui, l'exprime. Oui, je suis d'accord avec vous, Sophie, mais des fois, je me dis, les gens qui ont été dans des camps de concentration, qui ont subi des choses plus graves que moi encore, parce que j'ai subi des choses graves, c'est sûr, comme tout le monde, mais je me dis, ces gens-là, ils n'ont pas la maladie que j'ai. Ah oui, mais chaque individu est totalement différent et surtout que psychiquement, ce qui arrive, l'événement qui arrive à un individu, chacun en fait quelque chose pour lui-même. Alors, si vous me parlez des camps de concentration, il y a eu les travaux de Viktor Frankl qui a très très bien expliqué sur le plan psychique en fait. Qu'est-ce qui passait? Et vous avez raison de faire un lien puisque vous parliez de question du sens, donc je pense que c'est ça qui vous y a fait penser. Et effectivement, ce que disait Frankl, c'est quand on peut pas donner un sens aux événements qui nous arrivent dans notre vie. On est dans une détresse terrible, d'où l'importance que... Et les travaux de Frankl montraient que parmi les rescapés, beaucoup arrivaient à donner un sens quelquefois très anodin et très singulier pour eux-mêmes à ce qu'ils étaient en train de vivre. J'allais dire, de la même manière pour vous, c'est que tout ce que vous avez vécu, s'il n'y a pas de lien, s'il n'y a pas de sens, tout d'un coup, au moment où justement vous trouvez sur un front de difficulté avec votre époux, vos travaux, votre corps, à un moment donné, a dit stop et a ressorti tout ce qui avait été refoulé. Votre sœur, sans doute un rapport à votre mère aussi. Oh là là. Bon. Oui. Vous me dites vous savez, oh là là. Je suis l'aînée d'une grosse famille et mes parents, quand vous savez, j'avais 17 ans, j'allais à la fête du village avec ma sœur parce que je sortais jamais toute seule. Et je sortais avec ma sœur, bien sûr, qui avait 15 ans, et j'avais pas d'argent, bien sûr, et je regardais les autotamponneuses. Et un jeune homme m'a invité à faire un tour d'autotamponneuse. J'étais contente comme tout, j'ai dit oui. Enfin, un tour, 2 tours, et puis après, il me dit, ce garçon, est-ce que vous voulez me raccompagner à l'arrêt de bus parce que j'habite un village un peu plus loin, voilà. Je dis oui. Et puis, il me dit, est-ce que dimanche prochain, on pourrait se voir pour aller au cinéma? Je lui dis oui. Alors, c'est tout. Je dis à ma sœur, surtout, tu dis rien à papa, à maman. Tu dis pas que j'étais montée dans les autoscooters et tout ça, tout ce que je viens de vous dire. Elle dit non. Et puis, dans la semaine, papa me dit, dis donc, toi, viens voir ici, j'ai 2 mots à te dire. Je lui dis, oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, t'étais où dimanche? Je dis, à la fête, papa. Il me dit, et après? Je dis, c'est tout. Il me dit, non, t'es une menteuse. Je dis, alors je regardais ma sœur de travers, elle me faisait non, de la tête, d'un air de dire, t'as raconté. Je me disais, non. Il me dit, on t'a vu en ville avec un garçon. Je lui dis, oui. Et alors, il me pose des questions, tout ça, et alors je lui raconte l'histoire, je lui dis, il m'a invité à un tour d'auto-tamponneuse et il revient dimanche prochain pour aller au cinéma. Et il m'a dit, tu vas y aller, et au lieu d'aller au cinéma, tu diras qu'ils viennent à la maison. Enfin j'abrège. J'abrège et... papa, c'était des Italiens, mes parents, et puis il a dit...
il s'appelait, enfin je ne vais pas dire le prénom, et il dit à mon futur mari, il dit bon ben on t'a vu avec ma fille, tu te maries avec elle ou tu t'en vas. Bon ben il dit bah écoutez moi genre je sors de l'armée, je sais pas. Enfin bref, en tout cas, j'en sais rien. Moi, j'avais 17 ans. 6 mois après, on s'est retrouvés mariés. Ils m'ont mariée. Ils m'ont mariée, c'est pas vous qui vous êtes mariée? Non. Ouais. Et c'était dans une grange, je me rappelle, c'était dans une grange. Pourquoi vous dites non? Parce que c'était contre votre volonté? Non, c'était pas contre ma volonté, mais moi, j'ai rien compris. Ils ont dit, tu te maries là, et puis au mois d'août, puis voilà. Et j'étais bien contente de me marier parce que chez nous c'était pas. Papa il était sous tous les jours, maman la pauvre elle faisait ce qu'elle pouvait, ça criait tout le temps. Je me disais dans les années 60, je me suis mariée en 64. Oh ça sera bien, je vais être bien tranquille et tout. Et puis total, j'ai été battue 2 mois après mon mariage. J'étais battue parce que j'habitais le même village que mon mari, par ma belle-mère et mon mari qui me battaient même quand j'étais enceinte. Mon mari me tenait, ma belle-mère me tapait dans le ventre. Enfin, j'étais battue pendant 13 ans. À chaque fois, je retournais chez mes parents. Mes parents disaient tu nous embêtes. Enfin, ils disaient pas ça, ils disaient un autre mot. Tu te débrouilles, t'es mariée, débrouille-toi. T'es jeune marié, tu viens de te marier, tu vas pas divorcer, tu vas être la honte de la famille. Après j'étais enceinte, maintenant t'es enceinte. Après j'avais un enfant, maintenant il y avait toujours quelque chose. Après j'en avais 2. Et vos frères et sœurs, comme vous êtes une grande famille, ils étaient plus jeunes. Ouais, ils étaient plus jeunes. Ouais. C'était moi l'aînée. Ouais, et vous vous sentiez complètement piégée dans cette histoire. Complètement. Et je pouvais pas parler à personne. Mes parents, ils comprenaient pas. Mes frères et sœurs, ils étaient trop petits. Et à l'époque-là, dans les années 60, les gens, ils disaient si elle est battue, c'est qu'elle le mérite. C'était comme ça. Puis dans les villages, comme ça, c'était. Ouais. On voulait pas savoir. On préférait pas savoir. Ouais. Alors après, les années passant, j'en ai eu marre. Je faisais venir le docteur. J'avais des certificats médicaux, bien sûr. Les gendarmes venaient, mais ils disaient oui, ils faisaient la morale à mon mari, tout ça. Mais ils disaient oui, il n'y a pas de mort, on peut rien faire. Voilà. Alors et après, j'osais plus parce que après mon mari, il me tapait encore plus. Il me disait, je n'ose pas vous dire à l'antenne les mots qu'il me disait, mais c'était, j'ose même pas vous dire ce qu'il me disait. Il me disait si tu recommences, j'étais encore plus battue. Alors, je n'osais pas faire... Oui, je comprends. Oui. Et parce que vous parliez de votre mari tout à l'heure, vous êtes toujours avec lui ou... Alors, c'était... Alors, après, je suis partie, au bout de 13 ans de mariage. Ah oui. Je suis partie. Vous avez pu réussir à partir. Oui, je suis partie. Ah oui. Je suis partie. Courageux d'ailleurs, oui. J'avais 30 ans. Oui. Mais je suis contente de moi parce que... Oui. Ce que j'ai fait, j'étais quand même courageuse de faire ça. Mais oui, bien sûr. Parce que... Et puis vous sauviez votre peau, surtout, c'est le cas de le dire. Ah oui, parce qu'un jour... Ah oui. Parce qu'une fois, plusieurs fois, mais la fois-là, il m'avait tellement tapé, j'avais des grands cheveux, il m'avait attrapé par les cheveux, puis il m'avait traîné dans toute la salle autour de la table. Et puis ma fille disait arrête papa, tu vas tuer maman, arrête. Il m'avait tellement tapé, je voyais plus clair, je voyais plus clair, j'étais sur le canapé, j'étais allongée. Alors après il se mettait à genoux, il me disait je te demande pardon, je recommencerai plus. Oui. Puis moi je voulais y croire à chaque fois. Je me disais il va y arriver, il va être gentil, mais non, ça faisait, il était jamais gentil. Non, ça faisait pas. Et après, donc, quand votre vie, parce qu'aujourd'hui, comme vous racontez tout ça, au moment où on parle de votre maladie de peau, vous voyez qu'avec votre passé, il me semble important, Marie, que vous puissiez aller soulager votre mémoire, tout ce que porte votre corps, de coups, de blessures, de traumatismes, auprès de quelqu'un qui pourrait vous aider à recueillir tout ça, à laisser le passé dans le passé pour pas qu'il occupe le présent au point de sortir par tous les pores de votre peau. Oui, mais ma vie
Oui. Je la raconte encore assez facilement. Oui. Je me dis, Oui. aller voir un psy, j'y suis déjà allée. Comme si ça servait à rien, c'est ça que vous Oui. voulez dire, Marie? Oui. Alors que c'est vraiment en lien avec votre maladie. C'est juste ça que j'essaye de vous dire. Bien sûr que je veux pas du tout, faire de forcing. C'est que j'essaye de vous faire comprendre à quel point. Et d'ailleurs, dans le départ de votre histoire, on n'a pas le temps de tout raconter là. Et je pense qu'il faudrait des heures et des séances. Vous imaginez pas à quel point ce travail, cette confidence en forme de confiance que vous allez faire à quelqu'un d'autre qui est un médecin, un thérapeute de l'âme, mais aussi du corps, va vous aider, vous soigner. Oui, mais là... Et je ne tente pas de vous convaincre. Quand vous appelez la libre antenne, c'est aussi pour avoir un éclairage, des conseils. Bien, hein. Et surtout que cette peau aujourd'hui reste votre moyen d'expression. Et on sent d'ailleurs que vous parlez facilement, que vous avez tant de choses à dire. Oui, il y a Joseph qui envoie un message en disant vous parlez de manière extraordinairement claire, votre corps a réagi, heureusement. Pour vous d'ailleurs, c'est vrai, il a raison Joseph. Lui aussi vous conseille d'aller consulter un psy. On peut penser que cela vous ferait un bien fou. Vous êtes pleine de vie. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais j'aime la vie. Hein. Et oui. La vie, mais après, j'ai eu 3 enfants. J'ai perdu un petit garçon. J'étais 2 mois à l'hôpital à force d'être battue. J'étais dans le sang, donc j'ai perdu mon petit garçon. Mais mon deuxième enfant, il est venu au monde handicapé mental de naissance. C'était très difficile parce que il parlait pas, il criait tout le temps, il se balançait. Et à l'adolescence, à 14 ans, il est devenu schizophrène, il a voulu nous tuer, c'était horrible. Oui, parce qu'il a eu... Vous vous rendez compte l'enfance et ce qu'il a eu dans votre ventre et que sa maman ait été battue comme ça, c'est monstrueux. Bien sûr, il a pris des coups. Donc je vais le voir, je l'ai eu 30 ans à la maison. Enfin, il allait dans un centre, il rentrait le soir. Et je l'ai eu pendant 30 ans, mais après, c'était plus possible. Le docteur a dit, il faut qu'il soit dans un centre. Marie, vous pouvez pas, avec tout ce que vous avez apporté, toute cette histoire excessivement triste, lourde, douloureuse que vous nous racontez là, en quelques minutes, vous pouvez pas continuer à juste regarder votre peau exprimer tout ce qu'elle a à dire et ne pas écouter profondément l'être que vous êtes. Alors, voilà, la balle est dans votre camp, Marie, c'est vraiment vous, qui allez voir. Mais vraiment, j'espère que vous trouverez une oreille attentive qui vous aidera et qui vous aidera à soigner votre peau parce que c'est vraiment essentiel. Je vais vous écouter. Bon courage. Oui, mais ça suffira pas. Il faut que vous alliez parler aussi. Ce sera important. Merci Marie, merci de nous avoir appelés ce soir. Bonsoir. Et puis, je vous rappelle que ce soir, c'est la dernière soirée pour faire un don au SIDAction. Faites un don au 110 ou sur le site sidaction.org. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez en parler ou si vous avez des proches ou êtes vous-même atteint de la maladie. Bonjour, c'est Pierre Berger. Et Lynn Renaud. Encore une nouvelle victoire pour le SIDAction. La mobilisation a été forte. Alors, merci. Merci pour les associations. Les bénévoles, les chercheurs, les personnels soignants, les malades. Merci. Vous pouvez encore faire vos dons en composant le 110 jusqu'au 12 avril ou sur sidaction.org. Merci. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore une heure pendant laquelle nous partons en exploration tous ensemble, un terrain d'enquête que sont souvent vos scénarios de vie, vos croyances qui vous enferment
dans des fonctionnements répétitifs et qui limitent surtout malheureusement vos possibilités au point parfois d'en ressentir une réelle souffrance. Alors on essaye d'étudier, on fait plus qu'essayer, on les raconte, on en parle de vos scénarios et de vos croyances dans cette émission, de la façon dont vous pouvez réfléchir et comment on cultive un peu de recul vis-à-vis de soi-même. Quentin et Corentin sont là au standard au 39 21 pour prendre vos appels. Fabrice Fougerouz est à la réalisation. Vous pouvez aussi réagir par SMS à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 précédé du mot nuit ou envoyer un message sur europe1.fr. Moi je vous écoute et je vous réponds. 39 21, l'antenne est à vous. Europe 1, Sophie Peters. Alors Marie, si vous êtes toujours à l'écoute, et je pense que vous l'êtes, de la libre antenne des messages qui sont arrivés pour vous pendant le journal, il y a Monica qui dit: comment voulez-vous que les bulles de votre peau disparaissent alors que votre âme, votre mémoire sont aussi pleines de bulles? Et puis William qui vous informe que la maladie se guérit très bien. J'ai connu quelqu'un de proche qui en a guéri. Ça, c'est un message d'espoir pour vous, Marie. Bonsoir Eric. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci beaucoup. Je voulais juste préciser par rapport à l'intervention de Marie, je ne sais pas si elle est au courant, mais il existe une association qui s'appelle l'association Pemphigus Pemphigoïdes France. Ah, très bien. C'est une association loi de 1901, donc qui a été créée par des malades, pour des malades et leurs familles. Oui. Donc je pense qu'elle peut trouver aisément les coordonnées. Sur Internet. Comme toutes les associations. Voilà. Donc, ça s'appelle l'association Pemphigus Pemphigoïdes France. D'accord. Pemphigus Pemphigoïdes France, oui. De très très bons supports pour les malades. Formidable. Donc je pense que ça peut l'aider, comme dans toutes les maladies chroniques qui se guérissent. Voilà. Oui. Merci beaucoup Eric de cette information formidable. Vous voyez, vous appelez juste au moment où vous avez en plus l'information pour Marie. C'est extra. Voilà. Alors Eric, on s'était parlé il y a quelques mois déjà. On se parle assez régulièrement depuis un an. Vous êtes d'un grand réconfort et d'un grand soutien. Merci. Et vous m'avez envoyé donc un message par Facebook sur la libre antenne du week-end, parce que ça a bougé. Alors je vais vous laisser raconter peut-être rapidement votre histoire pour les auditeurs. Alors je vous avais contacté il y a à peu près un an, puisque j'avais été victime de violences de la part de mon ancien conjoint. Qui m'avait tout simplement frappé, comme ça arrive à beaucoup de gens, et qui m'avait même retenu prisonnier dans un appartement pendant plusieurs heures. Donc j'avais trouvé, je ne sais pas si on peut dire la force et le courage, mais en tout cas j'avais trouvé les ressources nécessaires pour pouvoir porter plainte et aller jusqu'au bout de la procédure, malgré pas mal de tentatives d'intimidation d'un entourage commun. Et puis après, je vous avais beaucoup appelé parce que j'ai eu un petit peu du mal avant le procès qui a eu lieu, procès pendant lequel il a été reconnu coupable d'absolument tous les faits qui lui étaient reprochés, faits qu'il a lui-même reconnus. Et puis après, au moment où je pensais enfin m'en sortir, ce monsieur a décidé de faire appel, bien qu'il ait reconnu une partie des faits, donc personne n'a compris pourquoi il portait la décision de justice en appel. Donc je vous avais rappelé à ce moment-là parce que j'avais un petit peu du mal à continuer. Voilà. Et puis là, il se trouve qu'on a eu une date de procès en appel qui approche très rapidement, puisque ça va avoir lieu d'ici un mois et demi. Et puis entre-temps, cette personne n'a absolument pas lâché, puisque elle a contacté mon entourage. Son but réel et avoué a été de trouver des choses contre moi, de me discréditer psychologiquement. Donc il a appelé des amis qu'il ne connaissait pas, des gens vraiment proches de mon entourage, pour essayer de leur faire dire du mal de moi, des faux témoignages. Donc j'ai vraiment l'impression de jamais m'en sortir. Et maintenant que je vois un petit peu le bout du tunnel en me disant on a un procès qui va arriver et au moins on va terminer, nouveau coup de massue un peu qui me tombe sur la tête, c'est que je me retrouve convoqué au commissariat, puisque ce monsieur a fait un dépôt de plainte contre moi pour harcèlement, sachant que nous n'avons absolument aucun contact depuis ces faits, ni avec lui, ni avec son entourage.
Oui, ça Donc, vous pouvez le prouver, Eric. Alors ça, je peux Oui. le prouver, et puis j'étais Bien sûr. plus ou moins au courant puisqu'il avait contacté une amie à moi en lui disant qu'il allait la signer au tribunal, qu'il allait la citer dans la plainte, Ah, d'accord. alors que cette personne ne veut absolument pas s'en mêler, elle n'a rien à dire. Mais du coup, je savais que ça allait finir par tomber, mais effectivement, il l'a fait. Donc, il oblige des gens qui ont rien à dire à se mêler de ça. Et il a dit clairement à cette personne que de toute façon, comme il n'avait absolument rien contre moi pour l'appel, sa seule solution pour s'en sortir, c'était de me discréditer en déposant une plainte. Voilà. Comment vous avez donc réagi? Vous êtes allé au commissariat, du coup? Alors, je suis Oui. convoqué cette semaine, donc je n'y suis pas encore allé. D'accord. Donc, je vous avoue que j'appréhende sans appréhender, parce que je sais que je n'ai rien à me reprocher. Oui. Mais après, j'appréhende toujours parce que je pense que c'est toujours un moment un peu angoissant de se retrouver face à des policiers, à la justice, d'autant que je ne connais pas le tenant de ce qu'il y a dans la plainte. vraiment. D'accord. Voilà. Alors, et puis après... Oui, après j'en ai marre, quoi. Je suis épuisé. Ça fait un an que cette histoire dure. Moi, j'essaye de m'en sortir. Et puis lui, au final, j'ai l'impression qu'il me retient dans son monde, dans son délire. Parce que, il est complètement délirant. Là, complètement. On est même dans un délire quasi paranoïaque. Hein. Donc là, vous avez quand même affaire à quelqu'un qui va très mal et qui vous retient dans un lien. Et vous êtes malheureusement la cible, en fait, effectivement, de son délire et dont il fabrique autour de vous tout ce qui lui arrive. Alors, est-ce que vous avez appelé votre avocat quand vous avez reçu cette plainte déposée au commissariat pour avoir un conseil? Oui, je l'ai appelé. Et qu'est-ce que vous dit votre avocat? Pour le moment, elle est très prudente tant qu'on ne sait pas exactement quelle est la teneur de la plainte. Voilà. Elle est très prudente. Pour elle, de toute façon, dès le début, elle l'a vraiment, je pense, bien jugé. Elle pense que de toute façon, c'est l'œuvre de quelqu'un qui est complètement désespéré et voilà, qu'il essaiera tout ce qu'il peut pour essayer de me discréditer, sachant que de toute façon, c'est ce que l'avocate expliquait, hein, quand bien même sa plainte serait recevable, ça changerait rien au fait qu'il m'a tapé dessus, séquestré et qu'il l'a reconnu. Donc, oui, mais sa façon, plainte ne peut pas être recevable puisque vous ne la harcelez pas et vous ne faites rien. A priori, voilà. Quelles sont les preuves? Vous voyez, alors maintenant qu'on se parle, alors vous allez me dire, voilà, on est à l'antenne, on n'est pas dans la confidence, mais j'imagine, voilà, que vous savez que vous n'êtes pas rentré en contact avec lui depuis, ou est-ce qu'il a des éléments? Est-ce que vous craignez certains éléments? Alors, je ne crains vraiment rien parce que vraiment, je n'ai pas cherché à rentrer en contact avec lui ni avec son entourage. C'est-à-dire que du jour où vraiment il m'a frappé, le lendemain, quand je suis sorti des urgences, j'ai bloqué absolument tous les numéros de téléphone des gens que nous avions en commun. Super, c'est une preuve, ça déjà. Et en plus de ça, donc on peut d'ores et déjà imaginer que dans sa plainte, il y a rien qui tient debout, en fait. Je pense que la police vous convoque parce qu'elle doit le faire, puisqu'il y a, il y a eu un dépôt de plainte. Mais en fait, allez-y, j'allais dire comme vous pouvez, mais y aller sereinement finalement, c'est y aller en étant bien, en sachant bien qui vous êtes. C'est très important ce que je vous dis là. C'est-à-dire que pour pas être déstabilisé dans ce genre de situation, de se rappeler, vous êtes obligé de faire presque un travail de mémoire avec vous-même en disant oui, je suis bien cette personne-là qui a vécu ça, qui s'est battue et il n'y a rien dans ce dossier qui puisse m'être reproché. Vous voyez, presque vous y préparez pour retrouver cette sérénité qui est à l'intérieur de vous, pour pas que lui et que cette plainte puisse entrer dans votre sphère. Pour que vous alliez finalement presque sur le plan énergétique au commissariat avec votre bulle de protection. Sachant que bien sûr que vous allez parler, quand je dis pas de bulle, de pas vous enfermer, quand je dis bulle de protection, c'est-à-dire c'est bien vous, c'est bien tout ce que vous savez sur vous qui compte là, dans ce cas-là. Et puis peut-être, alors là c'est une autre question, mais il faudrait peut-être la poser à votre avocate, est-ce qu'il serait bon du coup de déposer vous une plainte qui servira dans le futur procès sur le fait qu'il vous ait fait convoquer au commissariat pour un dépôt de plainte?
Alors, je ne veux pas trop en dire puisque je ne sais pas qui peut écouter, mais c'est quelque chose qui est envisagé. Ben oui, c'est ce que je pensais. Ça serait c'est quelque chose qui est envisagé, mais ça nécessite que sa plainte soit classée sans suite ou irrecevable. Donc, voilà. Après, ce qui est certain, c'est qu'on aura quand même une réponse assez rapidement et qu'au futur procès, mon avocate va sans doute l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Ce sont des choses, moi, qui me rassurent parce que je sais que je n'ai rien à me reprocher véritablement, mais c'est vrai que c'est dur à vivre parce que ça fait des mois et des mois que ça dure, que moi j'essaye, comme je peux, de me reconstruire, d'avoir une vie normale, que malgré tout, toutes les nuits, ça fait 10 mois, mais toutes les nuits, alors oui, il m'a tapé dessus, je me réveille, je suis dans un bon état de stress post-traumatique, c'est vraiment, voilà, donc je fais, à partir de 3h du matin, je suis réveillé jusqu'à 5-6 heures, voilà. Donc il agit encore en vous, ça agit. Il agit encore. Et c'est ça qui, je trouve, est le plus ennuyeux pour vous dans cette histoire. Est-ce que vous consultez quelqu'un qui vous aide là-dedans en stress post-traumatique, justement ? Oui. Je suis toujours suivi, puisque j'avais déposé une plainte, il a fallu que je passe par des services de victimologie, donc je vois toujours assez régulièrement une psychologue de ce service-là qui est spécialisée là-dedans. Mais c'est vrai que je vois vraiment c'est des hauts et des bas, c'est-à-dire que quand j'ai pas de nouvelles, tout va bien, et puis au moment où il se remanifeste, ça recommence à basculer du mauvais côté, en fait. Bien sûr, le stress revient. Et j'ai l'impression qu'il s'accroche et qu'il m'accroche avec lui, c'est vraiment ça, quoi. Qu'il ne me laisse pas passer à autre chose. C'est un cauchemar, quoi, comme un cauchemar qui continue. On travaille au même endroit, on n'a pas de possibilité de je me souviens de ça. beaucoup. Est-ce que c'est pas le fait d'ailleurs que vous continuez à vous voir qui amplifie cette situation et qui permet à cette situation de durer? On avait évoqué, il me semble, ensemble la dernière fois, la possibilité éventuelle que vous puissiez bouger professionnellement, ou que lui bouge d'ailleurs, il ne devait pas partir. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué jusque à la fin de l'été, début septembre, c'est un petit peu compliqué. Alors, on se croise pas non plus tous les jours, mais on se croise de façon assez quotidienne quand même. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup pris sur moi. Après, la loi est faite telle quelle qu'en France, quelqu'un qui fait appel, effectivement, toutes les peines sont suspensives. C'est comme ça, hein. Donc j'ai essayé de bien le vivre et de l'accepter, mais c'est pas tous les jours facile de se retrouver à 15 mètres de la personne qui vous a tapé dessus. Et c'est vrai que j'ai l'impression que tout ce que j'essaye de construire, de me reconstruire, à chaque fois, il arrive à tout déconstruire, quoi. Il arrive à avoir cette emprise sur moi, vraiment. Oui, alors en sachant que sur le plan psychique, le pouvoir qu'il a sur vous, c'est celui que vous lui donnez. Je parle sur le plan psychique. Oui. C'est-à-dire que, vous me suivez, c'est-à-dire qu'en fait, l'individu a sur vous le pouvoir psychiquement que vous lui donnez. Vous n'arrivez pas fortement parce que vous avez bien entendu subi des coups. Je dis pas ça pour minimiser, je vous dis ça pour essayer de vous expliquer un phénomène sur lequel vous pouvez sans doute travailler avec votre psychologue, qui est quel est le pouvoir que je lui donne encore. Je le lui ai donné et je continue de lui donner. Et sur quoi je me fonde psychiquement, sur le fait que je continue de lui donner et de l'autoriser, de le laisser me pourrir la vie. Même s'il lui pose des faits, vous avez des individus, bien sûr, ils vous attaquent et il y a des faits qui ne sont pas à minimiser, mais il y a sur le plan, comme on est tous reliés énergétiquement, il le sent, il sent quelque chose qui fonctionne. Donc vous, si vous avancez sur un travail intérieur, mais vraiment en profondeur, et qui sent qu'il n'y a plus de prise, ce qui peut d'ailleurs le faire, peut-être qu'il sent d'ailleurs que vous vous restaurez, que vous devenez résilient, ce qui aggrave son agressivité. Mais plus lui devient agressif avec vous et vous attaque, plus c'est une invitation pour vous à faire ce travail pour lâcher ce lien, pour lâcher cette énergie en fait. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, je comprends tout à fait. C'est vraiment basé, ce que je vous dis, peut-être vous pourriez lire un peu d'ouvrages du psychanalyste Jung. Il y a un ouvrage assez facile à lire qui s'appelle 100% Jung, mais qui explique bien ça sur le plan psychique, en fait. Qui sont ces liens finalement invisibles, dans lesquels, dans les situations d'emprise, qui sont très, très, très difficiles de s'en sortir, Je ne suis pas en train de minimiser, mais j'allais dire
le côté positif, si on peut dire de ça, c'est que vous, ça vous apprend pendant ce temps-là à vous renforcer de l'intérieur, à aller chercher au fond de vous. Hein. Là, on est vraiment dans la phrase de Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mhm. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé et je vois déjà des progrès parce que pendant des mois, j'avais peur de le croiser, j'arrivais pas à soutenir son regard, alors que c'est vrai que maintenant, j'ai passé ce cap-là. C'est-à-dire que maintenant, quand on se croise, effectivement, c'est lui qui s'en va, qui détourne la tête et qui ne supporte pas de rester à 3 mètres de moi. Par contre, moi, j'ai réussi maintenant vraiment à... Oui, vous avez réussi justement à vivre avec ça, finalement, à vivre avec ça, normalement. Alors, en même temps, Eric, du coup, le dépôt de plainte au commissariat, alors je sais que c'est très désagréable pour vous, mais c'est, j'allais dire, vous allez trouver que c'est bizarre mon mot, mais c'est presque une victoire pour vous. Quand je dis une victoire, c'est que sur le profil qu'il a l'air d'avoir, là, votre ex-compagnon, c'est qu'en fait, il devient de plus en plus, il sent que vous dénouez les fils, moins vous êtes atteignable, plus il cherche à vous atteindre. Oui. Mais oui. Oui, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que qu'est-ce qui va lui faire arrêter C'est ce que je me demande vraiment. Alors, soit que lui passe à autre chose et qu'il rencontre, j'allais dire malheureusement, une autre victime, et c'est peut-être ce qu'il a tenté de faire avec la femme là qui voulait attaquer en justice, hein, une de quelqu'un de votre réseau. Et puis, sans doute le jour où vous sortirez de son champ de vision, ça aidera. Et c'est là où il faut quand même étudier pour vous sur le plan professionnel. Une orientation qui ne sera plus une fuite puisque vous avez travaillé votre système de défense, vous faites tout un travail de reconstitution et vous savez aujourd'hui le croiser. Peut-être que l'étape d'après, ce serait maintenant prendre la décision de considérer autre chose sur le plan professionnel. Alors c'est prévu, mais c'est impossible pour le moment. Donc c'est des choses qui sont prévues et la probabilité. Alors on va tous les deux bouger, mais la probabilité qu'on se retrouve au même endroit est absolument infime. Ça serait vraiment pas de chance, mais c'est quelque chose qu'on pourra éviter l'un comme l'autre. Donc changer d'entreprise, Eric, non, c'est pas raisonnable, c'est pas. Ça va être un peu compliqué, voilà. Compliqué. On est dans un domaine où c'est un peu compliqué. Oui, vous m'aviez dit que c'était pas facile. Ouais. On pourra de toute façon travailler dans des endroits différents. Voilà, d'ici la fin de l'été, quelque part, je me dis, il faut juste tenir jusqu'à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tout va bien, voilà, il retrouve quelque chose. Je pense effectivement, comme vous dites, pour garder cette emprise, pour essayer de... Mais oui, vous lui échappez. Plus vous lui échappez, plus il remonte au créneau. Et ça lui est insupportable, en fait. Et lui, c'est pas un homme qui cède dans l'amour, hein, c'est un homme qui cède dans le pouvoir, qui cède dans l'emprise, mais pas dans l'amour. C'est exactement ça. Et il y a des individus, malheureusement, l'amour ils connaissent pas, mais le pouvoir et l'emprise très bien. Et donc quand ils rentrent en relation avec des êtres, c'est pas pour être ni dans l'amitié ni dans l'amour, c'est juste pour être dans le pouvoir sur l'autre. Donc attention, et alors je dis attention en sachant que c'est... quelquefois c'est très difficile et puis on le voit pas tout de suite et puis on a envie d'y croire et puis il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et une fois qu'on est dedans, c'est trop tard dans le sens où après il faut tout ce courage que vous avez eu pour vous en sortir. Oui, et puis c'est vrai que comme beaucoup de gens qui se retrouvent victimes, je pense que j'ai eu cette réaction à un moment donné de dire mais est-ce que je dois pas retirer ma plainte, est-ce qu'il faut pas laisser une seconde chance. Je pense que beaucoup de gens, surtout de femmes battues, raisonnent comme ça. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui m'a poussé, qui m'a soutenu et d'être allé jusqu'au bout. Et c'est vrai que maintenant, je n'ai absolument aucun regret parce que je me dis que ces gens-là, alors je fais peut-être une généralité, mais en tout cas lui ne mérite aucune seconde chance. Non, bien sûr. Bien sûr. Et c'est là, et c'est ce qui va vous aider cette semaine en allant au commissariat. C'est exactement là les mots que vous venez de prononcer. J'ai bien fait, je ne regrette rien, je sais que je suis dans mon droit chemin. Préparez-vous vraiment sur le plan psychologique ou allez voir peut-être votre psy la veille et faites une séance autour du fait d'aller au commissariat. C'est important que vous y alliez avec le chemin parcouru, d'où vous venez et où je me trouve aujourd'hui. C'est ça qui va vous aider. Quelquefois dans la vie, on
on n'a pas d'instrument de mesure de nous-mêmes, si ce n'est quelquefois un peu comme un chemin, voilà, de grande randonnée, de se retourner et de dire ah oui, hier, avant-hier, telle année, tel mois, tiens, dans ma vie, j'étais à tel endroit et voilà comment je vivais les choses et voilà comment je réussissais et waouh, j'ai fait tout ce chemin-là aujourd'hui, c'est fantastique. Donc merci, voilà, remerciez-vous, hein. Ayez énormément de gratitude et de remerciements envers vous par rapport au chemin parcouru, au courage que vous avez eu, au fait. Et là, dans ces cas-là, vous rentrez dans la fameuse bulle dont je vous parlais, dans votre sphère de protection, parce que vous êtes avec vous et vous n'êtes plus avec lui. Là, quand je vous décris ça, vous coupez du lien. Oui. Vous n'êtes plus en lien avec ce qu'il vous fait. Vous êtes en lien avec ce que vous avez fait de ce qu'il vous a fait. Ça change tout. Vous voyez ce que je vous dis ? Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Oui. Hein ? Donc l'idée, ça m'énerve. Je suis plus en train de me dire quel monstre, tout ce qu'il me fait, ça continue. Parce que tant que vous êtes dans cet état d'esprit-là, il continue à agir, un peu comme un produit toxique. Voilà, ça continue à agir. Quand vous dites waouh, tout ce que j'ai fait, d'où je viens, oui, c'est malheureux, il continue. Mais en fait, voilà, moi je trace mon chemin, je vais y aller et je sais que je suis dans mon droit et finalement ma vie elle va continuer et tout ça c'est un horrible cauchemar. Mais voilà, moi je suis bien dans la personne que je suis aujourd'hui et fière de qui je suis. Alors là, vous allez voir, c'est un chemin de lumière vers lequel vous allez. Oui, vous avez raison, c'est vrai. C'est vrai que je me rends compte que le fait que ça me touche, je lui laisse de l'emprise et ouais. Je me rends compte et c'est vrai qu'il faut vraiment que j'essaie de changer ça, oui. Alors, c'est très difficile parce que là, ce sont des mots, quelquefois on comprend, hein, on réalise, on se dit oui, ça me touche encore. Comment je peux faire pour que ça me touche plus ? C'est pas évident. Et alors, le comment faire, c'est cette histoire de chemin dont je viens de vous parler. C'est les cailloux du petit pousset. C'est de remettre le chemin dans la perspective, parce qu'à ce moment-là, vous ne vous perdez plus. Parce que quand il est là, présent encore dans votre angoisse, imaginez que le trauma du passé, et c'est le problème des traumas, c'est là le difficile travail sur le trauma, c'est que le trauma, c'est de le remettre à un endroit du passé. C'est pour ça que je vous parle du chemin. Sinon, il se met dans le présent. Et quand la nuit, vous êtes réveillé en revoyant les coups, en revivant le trauma, il agit encore. Il est encore actif. Comme un produit qui est actif. Ça, oui. Ouais. Donc le travail en stress post-traumatique, hein, et c'est vraiment, mais là j'imagine, voilà, vos psys vous accompagnent là-dessus, c'est vraiment reprendre le fil de l'histoire, des événements, recréer une dynamique quasi chronologique du chemin qui est parcouru pour pouvoir s'en détacher. Et là, quand vous allez au commissariat, c'est vous remettre en mémoire, là, dans les jours qui viennent, tout le chemin parcouru depuis le moment presque de votre évasion, quoi. Ah oui, c'est complètement ça. Voilà. Et vous dire, waouh, je suis là. Alors, je marche dans la rue, d'accord, je vais à un commissariat, mais j'arrive de très très loin. Et là, vous allez voir la puissance de l'énergie qui va monter dans votre corps avec des pensées comme ça. Parce que dans ces cas-là, vous tenez la main, hein. Vous êtes vraiment, vous faites corps avec vous-même, hein, dans ces cas-là. Oui, c'est vraiment ça. Ouais. Donc, c'est vraiment. Ouais. Mais c'est vrai que alors sans doute que je devrais pas, mais je me dis quelle sera la prochaine étape. Voilà, on va régler un problème. Qu'est-ce qu'il va y avoir sans doute, derrière. oui, quelle sera effectivement. Mais quel que soit, et alors c'est là, j'allais dire la phrase magique que vous pouvez vous répéter, c'est quelle que soit la prochaine étape, je ferai face comme j'ai su faire face jusqu'à présent. Parce que l'enseignement que vous tirez de ces plusieurs mois, années là que vous venez de passer, c'est je suis sur mon chemin, je sais que je m'en sors et j'y arrive. Donc il peut toujours encore inventer un truc. Bah oui, vous irez. Ok, vas-y. Hein, c'est un peu, vas-y, attaque-moi, fais ce que tu veux. Bah oui, je viens parce que la justice vous convoque, parce que le commissariat vous convoque. Donc oui, vous êtes là. Oui, un dingue me convoque, donc évidemment, je dois y aller. Mais ça change pas ma vie. Ma vie maintenant, elle est dans l'ici et maintenant. Il peut plus bousiller votre vie. C'est fini, ça.
Oui, même s'il y a encore des procédures, mais vous connaissez votre vie, vous savez de quoi elle est faite aujourd'hui, cette vie-là, cette vie de liberté. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, Ouais. Vous le sentez, là, ce que je vous dis. Oui. Oui, je le ressens très bien, je le comprends très bien. C'est donc pas la bien. même histoire qui se rejoue. C'est ça que j'essaie de vous dire. Oui, voilà, c'est ça en fait. On n'est plus dans la même histoire. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que moi au début, quand ça m'est tombé dessus, je me disais, allez, on recommence. C'est un tiroir de plus dans cette histoire. Et effectivement, non, c'est pas un tiroir de plus, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Ce sont des étapes, certes, plus que désagréables, douloureuses, bousculantes. C'est la barbe. Oui, vous pouvez râler, ça vous bouffe de l'énergie. C'est pénible, la haine et la violence de l'autre. Elles nous prennent beaucoup d'énergie. Vous en passeriez bien, évidemment. Mais ne pas vous défendre serait une offense que vous feriez à vous. Ne pas vous défendre lui laisserait de l'emprise pour le coup. Donc vous devez vous défendre en étant l'homme que vous êtes aujourd'hui et en étant bien conscient que non, c'est pas la même histoire qui continue, c'est parti d'un endroit, mais vous êtes passé par des vallons, des collines, traversé des cours d'eau, fait du chemin. Alors oui, il y a toujours un loup là qui vous court après. C'est pénible. Vous n'arrivez pas à le semer. Mais pendant ce temps-là, il va finir par s'essouffler. Et puis surtout, vous tracez, quoi. Vous tracez. Oui, et puis il est visiblement dans un état de désespoir profond, puisqu'apparemment, tout le monde l'a lâché, plus personne ne s'intéresse à lui, parce que je pense que les gens ont fini par se lasser et comprendre que, à un moment donné, il y avait des choses pas claires dans cette histoire, voilà. Ouais. Donc je pense que plus il est seul et déprimé, et plus plus il devient agressif. Oui, voilà, c'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment ça. Vous pouvez même ressentir une forme de pitié pour lui qui est... Qui peut être C'est un peu ce que j'ai ressenti à un moment donné. Oui, c'est bien. Je me suis dit, après je me suis demandé s'il en valait la peine ou pas finalement. Mais c'est... si, c'est triste. Si, on peut être triste pour quelqu'un comme ça. C'est triste. Parce que je me console en me disant que sans doute je dors mal, mais lui aussi. Mais on dort pas mal pour les mêmes raisons, je pense. Ouais, exactement. Et puis continuez ce travail, Eric, que vous faites avec votre psy. C'est long en stress post-traumatique. Ça continuez, c'est long, Oui, vous arrivez de loin. C'est vrai qu'elle est vraiment fabuleuse. Super. Les psychologues font vraiment un travail fabuleux. Super, je suis vraiment heureuse pour vous. Et le travail est long, mais vous êtes vous êtes sur un bon chemin. Donc ça c'est super. Bon courage à vous. Merci beaucoup. On pensera à vous cette semaine. Merci d'avoir appelé, Eric. Merci et bon beaucoup. courage. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonsoir Mireille. Bonsoir Sophie. D'abord merci à Corentin de son accueil si chaleureux et si charmant. Il est vraiment super, Oui. Vraiment super. Merci à lui. Voilà Sophie, je vous appelle parce qu'en fait, je me pose. J'avais déjà appelé pour la même personne avec laquelle j'ai rompu finalement cet été après 5 ans et demi de relation. Oui. Et je vous appelle parce que je me pose quelques questions. Il y a des choses qui m'étonnent et je voudrais votre éclairage sur ma façon de réagir. Oui, d'accord. Voilà. Et donc c'est quelqu'un que j'ai connu très jeune. On avait 22 ans et on s'est retrouvés, on en avait 62 quoi. Sauf que donc on s'était retrouvés, il m'a recherché plusieurs fois. On s'est retrouvés, si vous voulez, avec une idée amicale, quoi, on va dire. Puis ça a été un gros coup de cœur et nous avons entamé une relation. Oui, je me souviens. Une relation, on va dire entre guillemets, parce que il me l'a dit, il finissait des séances de radiothérapie, donc enfin, vous voyez, il était dans un état de santé quand même qui n'était pas bon. Et donc moi j'habitais pas on habitait à 80 km. Et donc pendant 2 ans ça a duré comme ça, il venait me voir de temps en temps. Et puis j'ai décidé
j'ai décidé de déménager. J'étais à la retraite, je venais de perdre ma mère. Mes enfants n'étaient pas sur place, donc j'ai décidé et je suis revenue finalement. Je ne suis pas allée vivre avec lui, hein, ça c'était pas du tout au programme. J'ai racheté un appartement à quelques kilomètres de chez lui, mais j'ai choisi le bon endroit. C'est quand même, je suis revenue dans ma ville de naissance. Oui. Voilà, ville dans laquelle j'avais dit que je n'irais plus jamais, comme quoi je m'y retrouve. Et ça n'a plus marché. J'ai découvert quelqu'un que finalement je connaissais pas, et j'arrive pas, si vous voulez, je trouve ridicule ce que je vais dire, mais j'ai fait comme si vous voulez, il n'y avait qu'un seul homme, celui des 22 ans et celui des 62, et maintenant il faut que je fasse la séparation. Entre celui de 22 et celui de 62. Et de 62 ans. Ouais. Et celui de 62 ans, maintenant il en a 68, on en a 68, bon. Mais il me plaît pas du tout. Non, parce que j'ai découvert quelqu'un qui a un caractère franchement étriqué, qui est toujours au style redresseur de tort, voyez, qui envoie des vannes. Des fois, il m'a dit, des fois il me disait des choses, mais je savais même pas d'où ça me tombait. Parce qu'en fait, on ne s'était même pas disputé, mais il me disait quelque chose de désagréable et qui me faisait de la peine. Ouais. Et j'avais essayé d'en parler, mais de toute façon, il ne fallait pas parler. On ne parlait que du prix des carottes, comparé avec tel magasin, tout ça. Mais il parlait de nous, on n'en parlait jamais. Et il me disait, tu vas pas recommencer, maintenant ça suffit, etc., etc. Puis un jour, au bout ça faisait 3 ans que j'étais ici. Non, 2 ans que j'étais ici. J'ai dit, maintenant, j'en ai assez. Encore une réflexion qu'il m'a faite. Je lui ai laissé un message et j'ai rompu en 3 minutes. Ouais. Et si vous voulez, ça me fait bizarre parce que c'est quand même... je suis pas quelqu'un de brutal comme ça, mais je suis quelqu'un qui est toujours dans le contrôle. Et là, ça vous a étonné? Si vous voulez, quand je garde tout pour moi, et le jour où je dis, je dis ce que j'ai à dire, mais sans dire, voyez, je ne crie pas ni rien. Mais c'est très concis. Ouais. Et là, je lui ai dit que de toute façon, je n'avais rien à faire avec un homme comme lui, que j'étais très malheureuse et frustrée parce qu'en plus, nous n'avions aucune relation intime à cause de son problème de santé. Un jour même, je lui avais demandé s'il me considérait comme sa colocataire, ou comme sa sœur, ou comme je sais pas. Enfin bon, ça a joué certainement aussi. Et finalement, je lui ai laissé un message de 3 minutes. En lui disant que mais en même temps, ça me fait quelque chose. Oui. D'avoir eu cette, comment dirais-je, et je sais pourquoi, je sais parce que ça faisait tellement de temps que je prenais sur moi, que je ne disais rien, que je fais attention à ce que je dis, quand je parle, je fais attention et tout. Et là, voilà, ma façon d'exploser, ça a été en 3 minutes et j'ai dit nous arrêtons. Et là, vous me dites quoi, que vous êtes étonnée de... Je suis étonnée, je suis étonnée que ça me fasse quelque chose, alors que finalement, je ne le regrette pas. Non, mais vous êtes déçue. Vous êtes juste déçue, il y a de quoi. Oui. Vous avez déménagé, vous étiez toute contente. Je me souviens quand je vous ai eu il y a quelques mois d'avoir retrouvé. C'est parce que Corentin m'a demandé, et après je me suis dit, mais c'est vrai que j'avais eu Sophie il y a quelques mois. Oui, et il m'a croyais semblé. que c'était bien avant. Et alors, je me suis trompée. Oui, mais vous étiez donc toute heureuse, et là, vous tombez de haut, c'est le cas de le dire. Oui. Donc il y a cette déception, puis alors il y a souvent un phénomène un peu particulier quand on réalise, j'allais dire qu'on s'est trompé. On est furieux contre soi aussi parce qu'on se dit comment ça se fait que je l'ai pas vu ou su plus tôt. C'est vrai. Mais on peut pas. Voilà. Et donc cette colère contre soi, ou voire cette culpabilité, est bien inutile parce qu'on perd tout le bon que ça avait. On peut pas savoir avant. La vie, c'est des expériences. Donc, je comprends que ça vous reste un peu, on va dire, en travers, Mireille. Et puis, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que finalement, je suis seule ici. Je ne connais plus personne parce que, même étant originaire de cette ville, je connais plus personne. Alors, je suis seule, je ne sors pas, je ne vois personne et je ne parle à personne. Je me suis complètement repliée chez moi, voilà.
Alors que bon, c'est vrai que comment dirais-je, j'adorais danser. Bon, de toute façon, on n'avait aucun goût en commun. Hein. Je lui ai dit, écoute, franchement, c'est une erreur. Mais c'est vrai que c'est cette déception. Et d'ailleurs, je disais à une copine, et quand je lui disais, ah ben ça alors, ben une fois que j'avais dit ça alors, j'avais tout dit. Comme si j'étais sidérée de la situation. Oui. Et je n'arrive pas à démarrer. Je fais une thérapie. J'ai un traitement aussi. Et je n'arrive pas à surmonter ça, à avoir une vie normale, à aller vers les gens, alors que finalement, les gens viennent facilement vers moi. Hein. Oui, on sent que vous êtes très chaleureuse. Parce que je cache très très bien, donc dehors, je suis toujours très souriante. Hein. Mais en fait, c'est aussi quelque chose qui s'écroule dès 22 ans. C'est qu'en même temps que vous perdez cette histoire d'aujourd'hui, vous perdez en même temps celle d'hier. Et ça, c'est vraiment douloureux. Ouais, c'est que vous ne pouvez pas garder le jeune homme de 22 ans là où il était. Il ne peut plus rester là où il était. Il a les deux images, les deux hommes ne font plus qu'un, et donc la déception est non seulement sur l'homme d'aujourd'hui, mais aussi sur le jeune homme d'hier. Alors, il y a quand même une autre façon peut-être de regarder, peut-être du coup le verre à moitié plein, qui est de se dire, je suis quand même passée à côté de quelque chose, parce que j'aurais pu aussi faire ma vie avec lui, et qu'à 22 ans, je me serais embarquée dans quelque chose qui aurait pu durer longtemps et dans lequel j'aurais vraiment pas été heureuse. Oui, ça c'est possible aussi. Oui. Je n'en sais rien. Non. Sûr. Donc, mais ce qui est très bizarre chez moi, c'est que si vous voulez, après, lui s'est marié de son côté, c'était juste un flirt, surtout à cette époque, pensez, Et donc, il s'est marié de son côté, moi je me suis mariée du mien, et j'ai divorcé. Et chaque fois, c'est drôle, j'ai toujours l'impression, ce que je vais dire, c'est terrible, que ma vie s'est arrêtée le jour où je me suis mariée. Je me suis mariée sur un coup de tête. Bon, ça, malheureusement, c'est comme ça. Et quand je pense toujours à avant, quand j'étais étudiante, et j'ai pas vu le temps passer. Comme si tout était mieux avant. Ah oui. Alors, ce qui est terrible là aussi dans ce que vous racontez, Mireille, c'est que finalement le jeune homme de la jeune fille de 22 ans, lui aussi, il faisait partie de cette histoire où tout était mieux avant. Et alors là, vous découvrez que votre système de croyance qui vous a quand même accompagné un bon bout de temps sur c'était mieux avant, il tient plus la route, il s'écroule là. Ah oui. Parce qu'en fait, c'était pas si mieux que ça avant. Ah, pour moi, oui, oula. Oui. Oh là, oui. J'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée d'un coup, comme ça. Et je me retrouve à 68 ans, à mon grand étonnement d'avoir ce grand âge, en me disant, mais mon Dieu, mais moi j'aimais faire le rock et tout. Là, il y a une salle de rock qui est pas loin de chez moi, où il y a tous les âges. J'arrive pas à franchir le pas pour y aller. J'ai perdu toute confiance en moi. Ah oui, parce que... Je me dis, mon Dieu, il me semble que je serais plus danser. Ah oui, si je vais à la piscine, je vais peut-être couler. Oui, d'accord. Oui, je comprends. En fait, c'est parce que, comme vous avez le sentiment d'avoir pris une mauvaise décision, vous trouvez, c'est même pas le sentiment, vous trouvez, vous jugez, vous êtes même persuadé d'avoir pris une vraie mauvaise décision. Du coup, quand vous dites je perds la confiance en moi, c'est-à-dire c'est la capacité, comme j'ai pas su prendre une bonne décision, c'est comme, vous savez, c'est l'effet domino. C'est la mauvaise décision que j'ai prise, et puis en fait, c'est que donc toutes mes décisions sont mauvaises. Et comme vous êtes quelqu'un d'assez entier, vous êtes personne, vous êtes entière, comme on dit Mireille. Alors, quand on est entier, tout se tient. On est entier, tout se tient. Et du coup, parce que, alors il va falloir, et avec votre psy, faites ça. J'allais dire, vous remettez, vous défaites un peu comme on écosse des petits pois. Vous allez défaire les petits pois un par un, parce que chaque chose est différente, et que justement, c'est pas parce que vous avez la piscine que vous coulez. Vous savez toujours nager, vous aimez toujours danser, et c'est pas parce que là une décision, c'est vrai, une décision importante dans le sens où vous avez changé de lieu de vie, mais ah oui, j'ai vraiment complètement changé ma vie. Bien sûr, et du coup vous vous en voulez, mais c'est pas parce que, mais vous n'auriez pas su tout ça, Mireille. Il a fallu la prendre, cette décision, parce que c'est en prenant les décisions, en faisant les expériences qu'on sait ce qui nous va et ce qui nous va pas.
Et quelquefois, oui, mais c'est vraiment pas agréable. Ouais. Excusez-moi, avant que j'oublie, je voulais vous demander. Bon, je suis quelqu'un j'ai toujours mal dormi. Hein, ça, c'est bon. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. J'ai toujours mal dormi. Mais depuis quand je l'ai retrouvé, mon sommeil s'est décalé de plus en plus parce que celui se lève à 3-4 heures du matin. Oui. Et en fait, alors même là, on n'était pas en accord sur le rythme de... Et lui, il voulait toujours aller se promener le matin, mais moi, alors du coup, je regardais l'heure toute la nuit, et je suis arrivée maintenant, pourtant ça fait 10 mois qu'on n'est plus ensemble, je ne m'endors pas avant 6 heures du matin, tous les jours. Ah oui, Est-ce que vous pensez que ça peut être lié ? Ce qui est lié, c'est que le sommeil, c'est des habitudes. Donc, si vous avez commencé effectivement à décaler, depuis, vous avez peut-être pas retrouvé le rythme. Donc, c'est à vous après de réenclencher un nouveau rythme. Je pensais qu'il y avait peut-être un lien parce que... Oui, il y a le lien que, en allant vous coucher très tôt le matin, vous lui échappez. Comme ça, vous pouviez vivre en décalage avec lui. Alors, est-ce que sur le plan énergétique, vous continuez à être là-dedans ? Peut-être, ça peut-être. Ça continue, oui. Alors, il y a Joseph qui dit, je crois que vous êtes étonné de votre propre capacité à être libre, Mireille. Peut-être n'attendez pas pour dire ce qui ne vous plaît pas, ne culpabilisez pas. Mais c'est vrai, mais je suis toujours dans le contrôle et j'ai peur de faire de la peine, ou je dis, et c'est vrai, j'ai plein de défauts, mais ça, je fais attention à ça, toujours. Oui. Ouais. Mais je suis comme ça, en fait, hein. Oui, mais vous pouvez faire attention à l'autre tout en vous exprimant vous dans ce qui compte pour vous. Parce que sinon, vous laissez alors les autres, vous allez les laisser vous faire de la peine. Vous voyez, ça va pas être équilibré pour vous dans la relation. C'est-à-dire qu'alors après j'arrête. Voilà, je dis c'est terminé, j'en ai assez. Eh oui, mais alors il y a un déséquilibre entre donner, recevoir, accueillir, demander. Voilà, c'est toute cette économie du lien ou de la relation qui s'apprend d'ailleurs, à n'importe quel âge d'ailleurs. Oui. Et auquel vous pouvez. C'est pas que je l'apprenne alors. Hein. Oui, enfin pour vous créer un peu plus de douceur et de souplesse dans votre vie, parce que vous êtes une femme de lien, mais pour laquelle du coup le lien devient difficile parce que vous savez plus où vous situez dans cette histoire. Et d'ailleurs, quelque chose qui est très, très particulier, j'en sais rien, mais j'ai toujours peur qu'on m'étouffe. J'ai toujours peur qu'on m'étouffe, que je fais. Pourtant, je fais rien de spécial. Hein. Je veux dire, si j'avais un programme de vie exceptionnel, que ça m'enlève ma liberté, mais je suis seule chez moi toute la journée, quoi. Mais j'ai toujours peur mais ça remonte à l'enfance, hein, à l'éducation, ça, je pense. Hein. Oui. On m'a toujours donné des conseils, et tu fais comme ci, et tu fais pas comme là, et ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien. Et ça m'est resté, ça. Même dans mes relations. Oui. De beaucoup écouter l'autre, de beaucoup laisser l'autre vous dire ce que vous devez faire, c'est ça ? Peut-être. De moins entendre votre petite voix intérieure. Ça me pose des questions, je réfléchis parce que je ne sais pas dire. Alors, Mireille, j'ai une idée. Si vous ne vous posiez pas de questions et si vous alliez danser la semaine prochaine, sans vous poser de questions. En plus, c'est chouette, comme vous dormez pas beaucoup, vous allez pouvoir faire la fête toute la nuit et rentrer comme Cendrillon à 6h du matin. C'est formidable. Mais là, ce sont des soirées de 21h à 1h du matin, mais j'ose pas y aller. Je me dis, je suis trop vieille. Oui, et puis mais vous dites rien. Oui, mais il y a un moment donné, il faut plus rien se dire. Il faut se dire, j'y vais. J'écoute plus la petite voix qui me dit tout ça. Vous la congédiez. Vous lui dites, écoute, c'est sympa, toi tu vas te coucher. Et moi, je vais danser, d'accord ? Puis on en parle demain matin au petit déjeuner. Oui, c'est vrai. Mais cette petite voix-là, vous lui dites au revoir, là, ça suffit. Je me pose trop de questions. Du coup, forcément, d'être seule, mais trop de questions, c'est beaucoup trop d'interdictions. Oui. À un moment donné, c'est se dire, je fais, j'agis, et je ne suis plus en mode ce que je dois faire, ce que je dois pas faire. Parce que si on est tout le temps dans cet arbitrage, on fait plus rien, hein. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai toujours fonctionné avec il faut que et je dois. Oui, mais il n'y a plus de désir du coup, Myriel. Il n'y a plus j'ai envie. Mais c'est vrai, Sophie, il n'y en a plus de désir. Ouais. Non. Alors il faut faire du sport, il faut manger comme ça, et à la fin on finit par ne plus rien faire parce qu'on se dit oui il faut, mais et si je faisais plutôt ça, et si etc. Ouais. Donc c'est j'ai envie. Et Mireille, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aimiez danser. J'adore danser. Oui.
Oh, bah alors, voilà quelque chose que vous aimez faire, on se pose plus de questions. C'était mon évasion jusqu'à il y a 4-5 ans. Mais c'est comme la bicyclette, c'est qu'une fois avec la musique et sur la piste de danse, vos pas, vos jambes, vos pieds ont gardé toute la mémoire, tout votre corps a gardé la mémoire. Ah, mais c'est sûr. Je vais peut-être me lancer, mais au dernier moment, je peux pas. Je me dis, oh non, ça me va pas bien, il vaut mieux. Alors je sors plein de vêtements, puis finalement, je rentre tout, je reste chez moi. Oui. Bah, cette fois-ci, vous allez, pour une fois, faire complètement différent. D'accord ? Mais je vais tâcher, Sophie. Non, vous n'allez pas tâcher, vous allez le faire. Parce que tâcher de le faire, c'est essayer. Vous savez, quand on essaye, on n'arrive pas. Essayer, c'est ne pas arriver. Donc vous allez danser pour moi. Je penserai à vous. Et vous donnerez des nouvelles à Quentin et Corentin. Je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous, Mireille. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. À bientôt. Bonne nuit à vous aussi. Merci infiniment. Au revoir. C'était le bal de Bamako sur Europe 1, spécialement pour Mireille, chanté par M, et pour que Mireille aille danser. Et puis Mireille Yaval qui vous dit qu'il est temps de respirer à votre propre rythme, de prendre votre air et d'être dans votre choix de vie. Bonsoir Justine. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Alors moi j'appelle. Oui. J'appelle pour le sida. Oui. Je voudrais que les gens, vous voyez, personne n'a appelé. Moi, j'ai les larmes aux yeux. Oui. Personne n'a appelé pour le sida. Moi, j'ai 80 ans. Ouais. J'ai un fils qui a 57 ans. Il va être bientôt à la retraite. Ouais. Et ça fait 30 ans qu'il a le sida. Et il n'en a jamais parlé à son travail. Ça fait 40 ans qu'il travaille dans la même maison. Oui. Et ça, je voudrais que les gens soient un peu plus gentils. Oui, plus sensibilisés. Avec ces gens-là. Oui. Parce que lui, il a été 20 ans avec quelqu'un qui n'était pas séropositif. Et du jour au lendemain, il a rencontré quelqu'un qui était comme lui et il l'a laissé tomber. Oui. Il a essayé de trouver quelqu'un par Internet et tout ça. Oui. On lui a même reproché de lui avoir serré à la main. Et ça fait pas longtemps. Ça fait que 5 ans. Oui. Et ça, je voudrais que les gens le sachent. Oui, il y a 5 ans, hein, on lui a reproché de serrer la main. Oui, c'est terrible. Oui. Il avait rendez-vous avec quelqu'un d'Internet. Parce qu'il y a que là qui peut trouver quelqu'un, mais maintenant il a arrêté. Et croyez-moi que ça fait mal. Oui, bien sûr. Ça fait mal. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, personne n'a appelé. Oui, et ça vous fait de la peine, Justine. Vous avez l'impression, du coup, qu'on n'en tient pas compte. Alors, il y a eu beaucoup de dons ce week-end, à l'occasion du SIDAction. C'est pas les gens. Pour aider, pour les thérapeutes. Oui, ça change pas les mentalités, c'est ça que vous voulez dire, Justine. Ouais. Et vous avez l'impression que les mentalités n'évoluent pas à propos de la maladie, du sida? Pas du tout. Oui. Pas du tout. Il faut surtout pas en parler. Oui. C'est une chose qui est comme une maladie honteuse, c'est ça, vous voulez dire? Oui. Malheureusement, quand il l'a attrapé, il était tout jeune et il venait de perdre son père. Ah oui. Moi, ça fait 30 ans que je n'ai plus mon mari. Moi, je suis pas comme la dame d'avant. Ouais. Je reste toute seule chez moi, je bouge pas. Merci de nous avoir... Oui, Justine, oui, c'est la fin de l'émission, mais c'est important le message que vous passez ce soir pour votre fils. C'est Corentin qui a voulu que j'attende. Mais oui, c'est gentil d'avoir attendu. Effectivement, nous aussi, on vous a attendu, on vous avait réservé ce petit créneau en fin d'émission juste pour vous. Oui, j'écoute tous les soirs. Merci Justine. Moi, j'ai jamais appelé, mais là, ça me tenait trop au cœur. Merci à vous d'avoir appelé. Et bonne nuit à tous et à toutes. Passez une très belle semaine. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous laisse en compagnie pour les insomniaques d'Europe 1 Music Club, Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 23h et passez une très belle semaine. Je vous embrasse.